Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me trouve en Allemagne afin de partir à la découverte des vestiges architecturaux du nazisme. Nous allons partir à la découverte de bâtiments construits par les nazis pour leur propagande, pour leur idéologie, mais également des bâtiments récupérés par ces derniers dans des buts similaires. Cette vidéo est un bonus à mon documentaire sur l'origine du nazisme. Je vous conseille de le revisionner ou de le visionner afin d'être sûr de ne rien louper. La gloire et la chute se rejoignent dans cette ville qui a autant assisté aux plus fortes représentations de l'idéologie nazie qu'au jugement de cette dernière et de ses acteurs les plus importants. La ville fut choisie entre autres pour son passé médiéval et sa connexion au transport. Et les nazis n'ont pas attendu leur accession au pouvoir pour s'y regrouper, déjà en 1927 et en 1929, avant qu'il ne soit interdit par les pouvoirs locaux. En 1933, Hitler commande à l'architecte nazi Albert Speer un espace assez imposant pour organiser de gigantesques rassemblements nationaux-socialistes. Très rapidement, des bâtiments gigantesques sortent du sol, permettant aux nazis de s'y regrouper chaque année jusqu'en 1938. Chaque rassemblement est lié à un événement ou une célébration, on va en reparler. Du nord au sud, nous arrivons dans un parc qui ne présage rien de ce qui a pu se dérouler par ici. L'unique bâtiment survivant, au bout de la petite plaine, est la Herrenhalle, ou la Halle d'honneur. Construit par l'architecte Fritz Mayer et fini en 1930, son objectif premier était de rendre hommage aux Nurembergeois décédés durant la Première Guerre mondiale. Sous l'ère nazie, le bâtiment change d'objectif et c'est le putsch de Munich qui est commémoré tel un événement mythique. À tel point qu'il est ici entreposé le Blutfahne, le drapeau de sang, qui aurait été soi-disant imprégné du sang de certains putschistes qui se seraient placés sous la trajectoire de projectiles afin de protéger le Führer lors du putsch. Une relique quasi religieuse pour les nationaux socialistes. Des tribunes imposantes, aujourd'hui rasées, permettaient à 150 000 personnes de s'y regrouper et d'assister à une cérémonie où les nouveaux SS prêtaient serment devant le drapeau de sang. Second plus grand vestige de l'architecture nazie, la salle du congrès, ou la Kongresssaal en allemand, tend à se rapprocher d'une architecture antique. Sa façade rappelle le Colisée, tandis que sa forme générale en U rappelle plutôt un amphithéâtre romain. D'une capacité prévue de 50 000 places, il était destiné à accueillir le centre des congrès du parti, mais sa construction resta inachevée, le début de la guerre stoppant les travaux. Une aspiration antique plutôt étonnante du point de vue de l'idéologie nazie, qui prône une Germanie libre et victorieuse sur cet empire romain qui n'a jamais réussi à la vaincre. En suivant la grande route de près de 2 km, dont l'intérêt n'était que de dépasser les Champs-Élysées en longueur, on se retrouve devant le bâtiment le plus iconique de cette architecture nationale-socialiste. Méconnaissable et loin de sa terrible gloire passée, la tribune perdit ses colonnades en 1967, démolie car fragilisée par le temps. Il faut dire que depuis 1945, l'endroit est relativement laissé à l'abandon, et aujourd'hui encore, on y monte à nos risques et périls. C'est le premier bâtiment commandé par Hitler à son architecte. Speer doit remplacer une tribune préexistante et en faire un lieu privilégié de la propagande nazie. L'architecte s'inspire du Grand Hôtel de Pergame, un édifice hellénique d'Asie mineure qui se trouvait et se trouve toujours dans un musée berlinois. C'est plus de 300 000 personnes qui pouvaient se regrouper ici, et cela ne manquait pas. Chaque année durant une semaine, le parti organisait un rassemblement où plus de 1 million de personnes étaient attendues. Des défilés y étaient organisés, mettant en vedette tous les corps d'armée du Troisième Reich. En 1933, le 5e congrès célèbre la victoire du parti nazi aux élections. En 1934, le congrès innove en cherchant à représenter de façon positive les petits et moyens fonctionnaires du Reich. Moins capables de défiler en bon ordre, ils sont mis à l'honneur de nuit.
Albert Speer disposant plus de 150 projecteurs aériens autour de la tribune et du champ. Pointés vers le ciel en de gigantesques colonnes de plusieurs kilomètres, créant ce qui fut nommé la cathédrale de lumière, un spectacle grandiose qui n'a comme objectif pour la propagande nazie que d'impressionner, de fasciner et de donner une image de puissance au parti. Au début, vu comme une mesure temporaire, le temps de finir les travaux du lieu, la cathédrale sera reproduite jusqu'au dernier rassemblement de 1938. Dans la continuité du programme nazi depuis le programme en 25 points de février 1920, le congrès de 1935 introduit les lois de Nuremberg. Par cette nouvelle législation, les nazis interdisent aux juifs et aux non-ariens de travailler dans la fonction publique, entre autres. C'est également une importante violence populaire, dirigée en réalité par le parti, qui s'abat sur eux. Commerçants, artistes, marchands et autres en sont victimes. L'image de l'Allemagne en prend un coup, à quelques mois seulement des Jeux Olympiques de Berlin, organisés en 1936. Nous continuons ce périple à Munich. La capitale bavaroise est d'une certaine façon le berceau du nazisme tel qu'il apparaît dans les années 20. Afin de connaître les origines de cette idéologie plus en détail, je vous recommande une nouvelle fois de vous diriger vers cette vidéo. C'est ici que fut fondé le DAP, le Parti des travailleurs allemands. C'est également ici qu'Hitler est envoyé, chargé par l'armée, d'intégrer ce parti pour y faire de la propagande nationaliste. Et c'est également ici qu'il fondera le NSDAP. Ce n'est pas vraiment ici, mais c'est dans cette ville qu'il tentera de prendre le contrôle de la Bavière, qui était alors une région quasiment indépendante. En 1933, Hitler fera de ce bâtiment un musée consacré à l'histoire de son parti. Derrière moi se trouve le Hilton Motion City, un hôtel de standing qui n'a rien à voir avec l'histoire que je viens de vous raconter. Ou presque. En effet, il se trouve littéralement à l'emplacement de la brasserie. Vous savez, la brasserie du putsch de la brasserie. Fondé en 1885, ce restaurant, capable d'accueillir plus de 1800 convives, se retrouve rapidement un lieu privilégié pour des rassemblements politiques. En 1923, c'est dans la Burgerbraukeller, que l'on peut traduire par la cave à bière du citoyen, que se tient un rassemblement organisé par les dirigeants de la région, qui souhaitent effectuer une sécession. Hitler, ses fidèles et les hommes de la SA investissent les lieux et annoncent leur propre coup d'État. C'est également dans ce lieu que fut annoncé le rétablissement du NSDAP en 1925 par un violent discours d'Adolf Hitler appelant à combattre tous les ennemis de son parti. Aujourd'hui, les anciens bâtiments ont été démolis et remplacés par de nouveaux, ne laissant aucune trace de ce lieu et des événements qui s'y sont déroulés, devenus fondateurs et quasi mythiques pour les nazis, certains reproduisant la marche effectuée lors du putsch, tels des pèlerins revenant à leur source. Ne reste de l'histoire des lieux qu'une plaque commémorant la tentative échouée d'assassinat contre Hitler, planifiée par le menuisier Johann Georg Elser en novembre 1939. Malgré l'apparent échec de leur putsch, les nazis décident de partir de la brasserie et d'effectuer une marche dans la ville. Ils passent par le Ludwigbrücke, le pont de Ludwig. Ils le traversent pacifiquement malgré la présence sur le pont d'un barrage de police. La présence du général Ludendorff les rend quasiment intouchables car on ne tire pas sur un héros de la Première Guerre mondiale. À cause des travaux derrière moi, les conditions de tournage étant lamentables, les Allemands ayant décidé de gâcher cette vidéo, l'entièreté de cette séquence se fera donc en voix off, malheureusement. Ils arrivent finalement en vue de la place de l'Odéon, où se trouve la Feldherrnhalle. Ce bâtiment imposant, d'inspiration italienne, fut construit par l'architecte Friedrich von Gärtner entre 1841 et 1844, sous le règne de Louis Ier de Bavière. Son objectif est de commémorer l'armée de Bavière et par extension l'histoire militaire du royaume. Je le précise, mais l'Allemagne n'est pas un pays unifié avant 1871. Ce bâtiment est une loggia, un style apparu durant la Renaissance en Italie et caractérisé par les arcades, les colonnades et son mur fermé au fond. On retrouve par exemple la loggia dei Lanzi à Florence, construite au XIVe siècle et qui abrite une collection d'art. C'est ici que se termine le putsch débuté à la brasserie la veille. Une fusillade éclate entre les putschistes et les forces de l'ordre. Le parti est interdit et ses membres les plus importants se retrouvent en prison.
le champ de bataille, la Seconde Guerre mondiale n'apparaît pas plus exotique qu'une autre. Certes, les armes évoluent, les doctrines avec elles, et le nombre de morts continue d'exploser les records. Mais c'est autre chose qui va faire passer ces quelques années à un niveau bien supérieur. Ce n'était pas inédit qu'une nation tente d'exterminer tout un peuple, et ce n'est pas non plus la seule fois. Mais pour la première fois de l'histoire, toute une bureaucratie se met en branle et se donne les moyens logistiques et techniques de parvenir à ce résultat. Le camp de concentration de Dachau est le premier des camps nazis, et ainsi le modèle de tous ceux qui suivront. Il est créé en mars 1933, quelques semaines seulement après la victoire du NSDAP aux élections législatives. Son objectif est d'y enfermer principalement les opposants politiques. Sa vocation d'y trouver des prisonniers politiques explique pourquoi il a été construit aussi rapidement. Mais bien entendu, on ne trouve pas que. On trouve aussi des prêtres catholiques, des juifs, des homosexuels, des prisonniers soviétiques. Et en tout, de toute l'Europe, c'est 206 000 personnes qui s'y retrouveront prisonniers. Et parmi toutes ces personnes-là, on compte 41 000 morts. Si Nuremberg était le lieu de l'exaltation nazie, où l'idéologie se glorifiait, où les idées prenaient vie, ici c'est le lieu de l'action, où toutes ces idées se concrétisaient. Ainsi, par respect pour ce qui s'est passé, le tournage va s'arrêter ici. En janvier 1942, tout prend une dimension différente avec la conférence de Wannsee. Ce n'est pas le début de la Shoah, qui a déjà commencé depuis l'été 1941, notamment via l'action des Einsatzgruppen, des unités d'extermination mobile effectuant des massacres systématiques dans l'est de l'Europe principalement. Jugé trop coûteux en munitions, il fut décidé de privilégier des systèmes plus efficaces, tels que le gaz. C'était le début des camps d'extermination, avec celui de Chelmno ouvert en décembre 1941 en Pologne occupée. Nous sommes au sud-ouest de Berlin, dans un quartier qui doit sa forme actuelle à une personne en particulier, le promoteur Johann Anton Wilhelm Kartin. Il transforme ce quartier en une banlieue pavillonnaire dans la décennie 1860. Et en 1871, il va faire don des terres juste derrière à la couronne de Prusse pour y concevoir une académie militaire. La première caserne des cadets de Berlin date du début du XVIIIe siècle. C'est ainsi durant le règne de l'empereur Guillaume Ier qu'elle est déplacée dans ce quartier, profitant de l'offre de Johann Karstin. Ce dernier avait la charge du réseau de transport du quartier, le dotant de la première ligne de tramway électrique du monde en 1881. L'école permit au quartier de connaître un important développement démographique grâce aux nombreuses familles aristocratiques s'y installant, passant de moins de 1000 à presque 6000 en une décennie. Un succès qui ne réussit pas au promoteur immobilier qui va finalement finir sa vie complètement ruinée. De son nom complet, l'école principale prussienne des cadets devient le premier centre de formation de l'armée du Reich, et bon nombre de ses élèves deviendront d'importants cadres de la Reichswehr à la Wehrmacht. Le prestige de l'école militaire est tel que le traité de Versailles impose sa fermeture. Elle est remplacée par un autre établissement en 1920. L'école de cadets devient publique et perd ses attributs militaires. L'acclimatation est rude et le nombre d'élèves chute. À l'avènement du nazisme en 1933, le lieu reprend du service. La police d'État ainsi que le SS Sonderkommando s'y retrouvent. C'est finalement la première division SS Leibstandarte qui devient maître des lieux. La première division SS à avoir été fondée et dont l'objectif est simple, être la garde rapprochée d'Adolf Hitler. L'histoire de la première division SS débute ainsi avec l'objectif de protéger le tout récent chancelier d'Allemagne, dont la sécurité est primordiale, surtout quand on sait combien d'attentats, tous vains, ont été réalisés à son encontre. Avec la guerre et le besoin toujours plus croissant de troupes, la Leibstandarte devient une division blindée et combat dans toute l'Europe. Si elle s'illustre durant les batailles qu'elle mène, elle est aussi connue pour ses nombreux crimes de guerre, tels que celui de Malmedy en Belgique, perpétré par des soldats du groupe de combat dirigé par Joachim Peiper à l'encontre de prisonniers de guerre américains. Aujourd'hui, le bâtiment contient les archives d'État. Et petite anecdote, mais les statues de SS à l'entrée existent toujours sous la couche de béton qui fut collée autour d'elles. Nous sommes ici, tout a terminé. À la place de ce parking se trouvait le Führerbunker. Et juste en dessous de nous, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler se suicida, alors même qu'à quelques centaines de mètres de là se trouvaient les forces soviétiques. Et c'est également ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé, et je vous dis à la prochaine fois pour de futurs documentaires. Au revoir.
Merci à tous et toutes d'être restés jusque-là. Vous êtes sûrement les personnes les plus courageuses. La plupart des gens ont regardé 3 minutes. Donc franchement, bravo. Bon, je vous parle en tête à tête et pas avec un script ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai un document texte avec 4 tirets. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour les 200 abonnés. C'était genre une semaine ou deux après la sortie de la vidéo sur la porte des îles. Donc c'est un peu cette vidéo là qui a fait passer ma chaîne au-dessus des 200. On était à 199 juste avant. Merci à vous, merci à vous. En fait, je pense que les 200, les 100 derniers abonnés sont les gens qui regardent mes vidéos et les autres d'avant doivent dormir, étant donné que la dernière vidéo a fait même pas 100 vues. Bon, écoutez, moi j'aime cette vidéo. Les gens qui l'ont vue à peu près, je pense, l'aiment bien. En tout cas, personne n'a dit qu'elle était nulle et personne m'a dit que je devais aller me suicider. Alors personne me l'a jamais dit. Écoutez, quand j'ai commencé YouTube, on m'a dit, mais tu sais, tu vas avoir des haters, des gens méchants, des gens qui vont dire que c'est nul. Et bah écoutez, j'en ai jamais eu, donc si vous pouvez vous dévouer et m'insulter, non, je rigole. En l'espace d'un an, on a doublé le nombre d'abonnés qui avaient mis 4 ou 5 ans, je sais plus exactement, faudrait que je recalcule, vu que là, le mois prochain, ça va être l'anniversaire de la chaîne, le 10 août. Ah, mais c'est dans 2 jours. Ça fait 5 ans cette année. Voilà, voilà, voilà. Donc, en l'espace de 4 ans, j'ai fait 100 abonnés. 100 abonnés, je crois qu'il y a une liaison, oui. Et en un an, on a doublé ce chiffre, donc c'est super cool. Et je peux vous le dire, la prochaine vidéo va également être un projet, alors, plus gros que ça. Peut-être pas autant que la vidéo sur l'origine du nazisme. Oula, je suis fou. Et la webcam. Je vais en parler juste après, mais avant, j'aimerais dire quelques mots sur la vidéo que vous venez de voir. Alors, vous l'avez remarqué, j'ai eu la possibilité d'aller tourner en Allemagne, dans plein d'endroits différents. Donc, c'est parfait, c'était le meilleur plan pour cette vidéo, parce que ça aurait été dommage d'en parler de loin. Le fait d'y aller, je trouve que ça rend le truc trop cool. J'ai utilisé le micro-cravate que je me suis acheté pour la vidéo, la dernière vidéo du coup sur la porte d'Aisy avec Mathias. Là j'ai pu l'utiliser de façon beaucoup plus importante. Vous l'avez vu, il a bugué les deux dernières parties en facecam, c'est-à-dire durant le tournage de l'école des cadets. Enfin, voilà, il a bugué. Du coup, j'ai pu augmenter un tout petit peu le son, mais pas trop, parce que sinon ça faisait des crépitements horribles à l'oreille. Et je vais pas vous imposer ça. Et c'est pareil sur le parking, là où il y avait le Führer Bunker. Ça a fait le même problème, sauf que là c'était pire. J'ai même pas pu augmenter d'une seule fois le volume, c'était immonde tout de suite. Du coup, juste ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé le son de l'appareil photo. C'est moins propre, mais on entend, et c'est bien mieux que si ça avait été le son raté du truc. Du coup, je vais pas déblatérer là-dessus trop longtemps. Mais je vais quand même faire aller. Bon, vous êtes sûrement zéro à regarder. Si vous êtes là à regarder, c'est incroyable. Et du coup, pour vous, les fantômes, euh, petit teaser. Prochaine vidéo sera sûrement le plus gros projet de la chaîne. Ce sera sur les fortifications. J'ai la chance d'avoir un des forts de la ligne serrée de rivière le plus conservé tout près de chez moi. Du coup, j'en profite. Et je suis un vrai youtubeur désormais. Avec ça, les problèmes de caméra que vous avez eu dans cette vidéo, la caméra quand on la tient, elle fait des hauts et des bas. Et ben avec ça, ce n'est plus le cas. J'ai pu le tester dans une partie que j'ai tournée. La vidéo sur les fortifications, je la tourne depuis quand même quelques temps. C'est un gros projet, hein. Ça sera peut-être 30 minutes comme la vidéo sur l'originalisme, mais raconté différemment, je serai quasiment pas dans ma chambre. D'ailleurs, je crois que j'y serai pas du tout. Mon moi du passé vous l'a déjà dit au niveau du parking de Berlin, mais je voulais vous le redire quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si ça vous tente, vous pouvez mettre un petit commentaire. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut!